Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala. La rencontre a permis de faire le point des activités du comité, d'évoquer les défis à relever et d'en appeler au rassemblement et à la mobilisation autour des éléphants en course pour le mondial 2022. Le Premier ministre s'est rendu dans le nord du pays. Patrick Kachi est allé toucher du doigt les réalités des producteurs de matières premières. Le chef du gouvernement a visité des usines. Il s'est aussi rendu au stade de la ville qui doit accueillir des rencontres de la CAN 2023. Et puis dans cette édition, vous suivrez en direct une opération de démantèlement d'une unité d'orpaillage clandestin. Dans la région d'Oumé, plusieurs individus ont été mis aux arrêts. Leurs activités illégales représentaient une menace pour la forêt classée de la Ténée. Un document à suivre dans quelques instants. Voilà pour le titre. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a été reçue au palais présidentiel. Mariam Dao Gabala a fait le point de sa mission au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au cours d'une audience. Elle dit avoir abordé avec le chef de l'État les difficultés rencontrées par son institution. Elle a aussi rassuré quant à la tenue de l'Assemblée générale au mois de novembre prochain, un processus électoral censé déboucher sur le renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football. Jérôme Kofi Aboula. Nous sommes au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'hôte qui y a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara s'appelle Mariam Dao Gabala. Elle est la présidente du comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mariam Dao Gabala est venue faire au chef de l'État le point de ses activités à 2 mois de la fin de la mission qui lui a été assignée pour 1 an à la tête du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Ces textes vont repartir au club et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. La présidente du comité de normalisation de la FIF a par ailleurs indiqué avoir saisi l'occasion pour solliciter l'appui financier du président de la République, Alassane Ouattara, cela en vue d'une meilleure prise en charge de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football en attente de ces 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du monde de football, prévue au Qatar en 2022. Et sur un tout autre plan, le Premier ministre était cette journée de mardi dans le grand nord du pays. Patrick Kachi a visité plusieurs champs, des plantations, mais aussi des usines de transformation de matières premières. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu sur le site du stade de Korogo, qui doit abriter des matchs de la CAN 2023. Envoyé spécial à Korogo, Alexis Ouedraogo. Patrick Kachi dans le Grand Nord ce mardi. Arrivé sous le coup de 9h à Korogo, le chef du gouvernement vient toucher du doigt la réalité de certaines filières agricoles que l'État veut intégrer à la chaîne des valeurs mondiales. Première escale, un champ de coton. La production nationale de coton-graines pour la campagne 2020-2021 positionne la Côte d'Ivoire au 2e rang des pays producteurs africains. Et le pays veut aller plus loin avec notamment la transformation massive de cette matière première, renforcer les capacités de production des unités industrielles du secteur. Cap sur l'étape 2 de cette tournée. Une rizière que le Premier ministre observe de bien près, au grand bonheur des riziculteurs. Il a marché avec nous, il est rentré dans la rizière. Vraiment, c'était extraordinaire. Pour nous qui sommes les acteurs, les encadreurs du monde rural, nous sommes très fiers de lui. Et à quelques pas du site, l'exemple de la vision d'industrialisation des productions locales, une unité de production en charge de la transformation du riz. Nous avons pu voir tout à l'heure le cas du riz qui est produit ici et qui peut être transformé ici, qui est mis en sachet pour nos supermarchés et pour nos différents marchés.
Donc l'idée est de travailler sur la compétitivité de ces unités industrielles pour que le prix final soit au même niveau, sinon inférieur au prix du produit importé. À quelques encablures, une plantation école d'Anarcade sur une parcelle réhabilitée. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Le Premier ministre est venu ici, vraiment ça nous a encouragés pour travailler. Il reste le challenge de la transformation et c'est à ça que nous travaillons tous les jours. Comme vous avez pu voir, la zone industrielle que nous sommes en train d'aménager est une zone qui va permettre donc l'installation de 7 grandes unités de transformation et qui est susceptible de créer entre 5 et 8 000 emplois directs dans la région de Poro. Des actes concrets salués par la Banque mondiale. On a vu la zone industrielle qui est en train de se développer et on finit maintenant avec le champ d'anacarde et de voir des coopératives de femmes qui sont parvenues à augmenter leur productivité de façon significative, la doublant en moins d'une année. Et ça c'est vraiment impressionnant parce que ça donne de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire maintenant est devenue le plus gros producteur d'anacarde au monde et deviendra, on l'espère, le plus gros transformateur d'anacarde aussi au monde. Autre site, autre production, ici une unité artisanale de fabrication de beurre de karité, fierté pour la région, mais encore peu moderne dans son processus d'extraction. Il y a une marmite qu'on a filtrée là-bas, on a filtré. Maintenant, ce qui est filtré là-bas, c'est ce qu'on a puisé pour venir faire ça là. Maintenant, c'est le produit fini qui est là. Nous, on dit merci à l'État pour tout ce que l'État a fourni pour nous. Vraiment, on félicite l'État. Maintenant, nous, on voulait qu'il n'a qu'à faire plus que ça là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'amener tous ces groupements de femmes à être organisés dans une filière, comme c'est le cas du café cacao, du coton en arcade. Une transformation très attendue sur le marché international du Made in Côte d'Ivoire qui séduit déjà. Il y a une demande très forte sur le marché international, aux États-Unis, en Europe, partout. Donc c'est une véritable filière. Mais elles ont du mal à écouler parce que justement, il y a une question certainement de packaging, de distribution. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre, mais bon, c'est vraiment admirable le travail qu'elles font. Et voilà, c'est une des filières vraiment qui mérite d'être aidée. Dernière étape agricole, une plantation de mangue. Ce qu'on appelle les rejetés, ce sont des mangues qu'on transforme, la mangue séchée. L'industrie à ce jour perd plus de 60% de ses récoltes. La vision du gouvernement est la même pour le secteur, plus d'appui. Entre deux visites, le chef du gouvernement marque une pause pour saluer les acteurs des filières coton, anarcade et mangue. Patrick Hachi présente la vision du chef de l'État d'impulser des champions nationaux dans ces secteurs. Le grand chantier de la prochaine CAN mène le Premier ministre au stade en construction de Korogo. Mettre les bouchées doubles pour que les infrastructures soient livrées dans les délais. Korogo est l'un des sites sur lesquels vont se tenir un certain nombre de matchs. Et pour cela, un certain nombre d'infrastructures sont construites, en particulier le stade. Nous avons également la réhabilitation de l'hôpital qui doit se faire. Nous avons un site qui va accueillir également les athlètes. Les travaux sont en cours. Nous avons donc saisi cette opportunité avec Monsieur le ministre du Sport et le président de la COCAN pour voir si nous étions capables de tenir les délais et le cas échéant, qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour accélérer le processus. Car comme vous le savez, à cause de la Covid, je dirais les travaux ici et là ont pu être ralentis. Aujourd'hui, nous venons d'avoir l'assurance des acteurs sur le terrain que les délais devraient normalement être tenus. Mais il faut toujours avoir, je dirais, l'œil sur ces questions extrêmement sensibles et nous viendrons régulièrement suivre le chantier. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette visite et d'une façon globale de la journée que nous avons passée. Plusieurs autres régions devraient recevoir ces visites de travail du chef du gouvernement. Et puis, à 240 km d'Abidjan, le président du Sénat recevait ce mardi l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Avec Jeannot Aoussou Kwadio Léo Vinoveski a évoqué les relations bilatérales et l'élargissement du champ de collaboration entre nos deux pays.
Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a procédé ce mardi à la remise d'un important lot de matériel roulant aux unités des forces armées de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale. La cérémonie s'est déroulée à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux. C'était en présence du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie. On compte au total 98 véhicules, dont 56 au FACI et 42 à la gendarmerie nationale. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, renforce le patrimoine des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Ce sont au total 98 véhicules de marque. Ils ont été remis à l'état-major général des armées, au commandement supérieur de la gendarmerie nationale et à l'administration centrale par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Les présents véhicules tactiques de haute mobilité viendront renforcer le parc automobile des armées engagé en zone opérationnelle nord et dans les opérations frontières étanches et Est et Ouest, en leur apportant une capacité supplémentaire d'environ 700 personnels, soit la valeur d'un bataillon organique. Je vous prie de bien vouloir faire l'interprète auprès du Conseil national de sécurité et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de notre détermination à toujours mériter ce soutien à travers un engagement plus accru dans l'exécution de nos missions. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a traduit la gratitude et la reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale au président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie est encore une fois l'illustration parfaite des efforts que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République et chef suprême des armées, ne cesse de consentir pour doter notre outil de défense de moyens indispensables à la réussite de ses missions sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Cette attention du président de la République est motivée par votre engagement et votre résilience face aux ennemis et bandes armées de plus en plus perfides et de plus en plus complexes. Ce matériel de haute mobilité et facile d'entretien se répartit comme suit. 42 véhicules pour l'administration centrale et le commandement supérieur de la gendarmerie nationale et 56 pour l'état-major général des armées. Le dossier EcoPlus de ce mardi est consacré au processus de démantèlement d'un réseau d'orpailleurs clandestins dans la forêt classée de la Téné dans la région d'Oumé. Je vous le disais en titre, une vingtaine d'individus a été interpellés et mis à la disposition de la justice. Ils écoperont de lourdes sanctions, une opération de démantèlement suivie de bout en bout par nos reporters Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré, une opération nocturne et à haut risque. Regardez. Cours de la Sodefort à Cocody. Il est 20h quand le lieutenant Landry Maï, chef du service contrôle forestier, passe ses troupes en revue. Ce soir, c'est le dernier acte d'une mission qu'ils ont préparée depuis plusieurs semaines. Le démantèlement et l'interpellation d'un groupe d'orpailleurs clandestins dans la forêt classée de la Téné à Oumé. Une mission qui ne s'exécute que tard dans la nuit. Une mission dangereuse. Ces images sont exclusives. C'est la première fois qu'une équipe de reportage est acceptée par cette unité d'élite à l'intérieur d'une telle expédition. Disons qu'il est minuit 35. La forêt classée de la Téné se situe à 247 km d'Abidjan. 1h du matin, l'heure de passer à l'action. Le lieutenant Maï donne les dernières consignes. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va sur un terrain inconnu. Je ne vais entendre aucun coup de feu sans que j'en donne l'ordre. C'est une mission d'embuscade. On en prend le maximum sans tirer un seul coup de feu. Une intervention qui se construit autour de maîtres mots, discrétion et prudence. Tout ici se fait dans la pénombre, sur un terrain infesté de puits, creusé par les orpailleurs. Munis de torches, les membres de l'équipe ne tardent pas à faire leur première saisie. C'est cette moto que nous venons de
saisi à 2 h du matin. Les occupants de cette moto ont pris la fuite. Mais comme c'est le début de la mission, je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir. Il ne croyait pas si bien dire. Moins de 5 minutes après, l'équipe tombe sur les premiers clandestins. Arrêtez-vous. Le fuyard sera interpellé après une course-poursuite dans la nuit. Tout comme cet autre qui se fait passer pour un mécanicien pour échapper à l'interpellation. Tu es quoi? Ah, mon ami, dis-le quoi? Mécanicien. L'équipe multipliera les courses-poursuites, les interpellations et les saisies durant toute la nuit. Jusqu'au petit matin, ce sont au total 21 orpailleurs qui seront interpellés. Leurs moyens de locomotion ainsi que leur matériel de travail entièrement saisi, tout comme leur butin, ces sacs de pierre censés contenir des filons d'or. Un beau coup de filet pour le lieutenant Maï et ses hommes, l'heure des regrets pour les orpailleurs. Moi, chef, je suis mort au moins. Je vous demande pardon. Avec le lever du jour, on mesure enfin l'ampleur des dégâts causés par ce groupe. Plus d'un hectare de forêt classée parsemée de puits, certains pouvant atteindre même les 30 mètres de profondeur. C'est ce genre de pierre-là qu'ils recherchent. Et apparemment, dedans, il y a de l'or. Donc ils prennent, ils les mettent dans des sacs. Il y a des motos-taxis qui quittent le village de Kwamefla pour venir sur le site ici, ramasser tous les sacs et puis aller maintenant au village où ils ont des concasseuses et des broyeuses pour broyer et puis après, avant de laver, pour extraire l'or. La forêt classée de l'Athénée reste l'une des plus prisées par les orpailleurs qui lui attribuent un sous-sol riche en or. Vrai ou faux, toujours est-il que l'activité est interdite par la loi et son impact sur l'environnement des plus désastreux. Voici le trou à côté, voici le pied de tech qui est presque déraciné. Et c'est un peu partout comme ça sur le site. Et souvent même, quand ça gêne, ils coupent. Nous avons mené plusieurs actions. On a pris plusieurs fois des personnes, on a détruit plusieurs fois le matériel. Quand nous faisons des missions, nous les prenons, les remettons à la justice. Entre mars 2019 et octobre 2021, ce sont 51 personnes qui ont été interpellées dans cette forêt classée de la Ténée. Une quarantaine d'engins et de matériel de travail également saisis. Malgré les longues heures de sensibilisation menées par le service de contrôle forestier et l'unité de gestion des forêts de la Ténée, le phénomène de l'orpaillage clandestin semble ne pas reculer. Les agents de la SODEFOR dénoncent même des complicités internes, des complicités au sein des villages environnants. Des villageois qui offrent gîtes, couverts et protection aux orpailleurs clandestins contre des espèces sonnantes et trébuchantes au détriment de la lutte de la préservation de la forêt. Le village de Kwamefla est situé à 5 km de la forêt classée. Régulièrement sur le banc des accusés, ce coup de filet est une occasion pour sensibiliser une fois de plus ses habitants. Nous, on ne peut pas être complices de ceux qui viennent s'installer. Vous savez, nous sommes dans un village. Quand ça va, c'est le village qui en bénéficie. Mais si on prend le mauvais côté, ça va détruire aussi le village. Il faut dire que la majorité, ce sont les étrangers, hein? Les 99%. Voilà. Maintenant, si les jeunes Ivoiriens rentrent, c'est parce qu'ils constatent que les jeunes viennent d'ailleurs et ils gagnent. Pendant ce temps, à la base vide de l'unité de gestion forestière de l'Athénée, ce sont les auditions des interpellés de la nuit. Bien que pris en flagrant délit, les orpailleurs nient tout en bloc. Bon, oui, je connais le forêt classée. Je sais qu'il y a un site orpailleur de forêt classée, mais je ne travaille pas là-bas. Les orpailleurs clandestins ont été présentés au procureur de la République d'Oumé après notre départ. 19 parmi eux ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. 30 millions de francs CFA à payer à la SODEFOR et 50 millions de francs CFA à l'État. Les non-nationaux, eux, seront interdits de séjour sur le territoire ivoirien pour 10 ans, après avoir purgé leur peine. Un dossier à revoir sur RTI 1.
26 octobre 1961, 26 octobre 2021, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans. Une longévité célébrée ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. À l'occasion, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, a plaidé pour la construction d'un siège ultra-moderne du média de service public avec le regroupement de toutes ces entités. On en parle dans ce reportage signé Issa Chonayo. Premier média dans le paysage de la presse ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans. Occasion pour les responsables de ces stations de services publics de faire un bilan et d'envisager les perspectives. Elle a contribué pendant 6 décennies à travers ses programmes à l'œuvre de construction économique, sociale, culturelle, sportive, voire politique de la Côte d'Ivoire moderne et à l'information et la formation des populations ivoiriennes. Le pouvoir de la télévision, de la vidéo et de l'Internet n'a pas altéré l'amour de la radio dans nos cœurs. Radio Côte d'Ivoire a encore un long bail avec ses auditeurs. Il s'agit d'un lien viscéral, d'une histoire portée par au moins 2 générations d'auditeurs. De grandes voix et des émissions cultes ont permis à la radio d'asseoir une notoriété en Côte d'Ivoire. Une assise que le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, met à profit pour faire des doléances pour l'ensemble de la maison qu'il dirige. Nous avons un programme important pour la mutualisation des équipes et des potentialités que nous avons dans la maison à travers le projet de transfert des radios sur le site de Cocody. Cela nécessite la construction d'un immeuble ultra-moderne avec des équipements qui permettront d'être à la pointe du secteur. Ce déménagement aura besoin de l'important soutien de l'État. En réponse, le représentant du Premier ministre, Moussa Sanogo, rassure quant à l'engagement de l'État pour satisfaire cette doléance. J'ai également noté l'insoutenable pression que le directeur général a mise sur le ministre du Budget concernant le siège ultramoderne à bâtir de la RTI. J'en prends bonne note. Je pense qu'on aura l'occasion d'examiner ça de près. Ce 60e anniversaire est aussi une occasion pour les hommes et femmes des médias de jeter un regard sur cette chaîne. 60 ans, c'est l'âge de la maturité, de la grande maturité. Radio Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. Aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire se positionne parmi les grandes radios nationales de ce pays et c'est une fierté pour moi qui suis une ancienne. La technique évolue. La technologie actuelle fait que d'une année à l'autre, vous avez le matériel qui change du tout au tout. Dans ces conditions, il faut que la formation suive. Mais la radio, c'est le support le plus puissant. Sa force de pénétration dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les communes, fait que ne pas avoir la radio comme complice de toute action de développement politique, économique, social, ce serait une erreur. Ça a été une des premières expériences journalistiques que je l'ai faite au sein de la radio. Et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Bon, évidemment, maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Mais moi, je crois qu'il faut surtout que la radio comprenne qu'elle n'est pas un média secondaire. 2 thèmes, Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public, et Radio Côte d'Ivoire, à l'ère du numérique, enjeux et perspectives, ont permis aux panélistes d'édifier davantage les auditeurs sur le travail de Radio Côte d'Ivoire dans le paysage médiatique ivoirien. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 26 octobre 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 2201 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 29 guéris et 1 décès.
À la date du 26 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 221 cas confirmés, dont 59 852 personnes guéries, 691 décès et 678 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 080 259. Le 25 octobre, 40 263 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 105 720 doses du 1er mars au 25 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Une étude pilote sur le secteur des métiers porteurs vient d'être lancée. Elle a pour objectif d'actualiser la carte des formations universitaires en fonction des besoins de l'économie ivoirienne. Elle se tient à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et elle bénéficie du soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didi, Patricia Omouetia. Le problème de l'inadéquation formation-emploi continue d'être au cœur des préoccupations, d'où la tenue d'une étude pilote sur les secteurs des métiers porteurs. Agriculture, foresterie, ressources animales et halieutiques, industrie agroalimentaire et TIC, médias et télécommunications sont les 3 branches professionnelles concernées pour cette étude pilote. Les conclusions sont très attendues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour actualiser la carte des formations universitaires en fonction des besoins de l'économie ivoirienne. Ce séminaire va nous permettre, entre autres, d'avoir une idée du bassin de l'emploi, c'est-à-dire les emplois existants qu'éventuellement nos apprenants pourraient occuper à la sortie de l'école, et même les emplois de demain, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire évolue. Si vous prenez le PND 2021-2025 déjà, il s'appuie sur ce qu'on appelle Prospective Côte d'Ivoire 2030. Donc il faut voir dans l'avenir quels sont les métiers nouveaux qui vont se créer. Et à partir de tout cela, on cherche les référentiels de compétences qu'exigent ces emplois existants ou à exister. Et à partir de ces référentiels de compétences, on décline le contenu de formation que les élèves et étudiants, pour ce qui nous concerne, que les étudiants doivent avoir. Cette étude pilote bénéficie du soutien de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. La France réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions à l'employabilité des diplômes des universités et grandes écoles. Chaque année, 400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Il faut qu'ils trouvent du travail et donc il faut qu'on les forme dans des matières où ils pourront trouver du travail. Je vois bien que, c'est une priorité absolue en Côte d'Ivoire et vraiment je trouve que c'est très bien. 2, je vois l'ensemble des autorités ivoiriennes, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse, le ministre de l'Éducation, le ministre de la formation professionnelle et on voit que ces 4 ministres travaillent de manière cohérente ensemble pour trouver les meilleures solutions pour que effectivement les jeunes après leur parcours, trouvent du travail. Le Conservatoire national des arts et métiers, CENAM, et le Centre de prospective de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, sont les structures choisies pour conduire cette étude afin que la recherche scientifique puisse impacter le développement en Côte d'Ivoire. Et on termine ce journal avec un mot de religion. À Odiéné, le Maolid est célébré sur plusieurs jours. Une occasion pour les élus et cadres vivant hors de la cité du Denguélé de se retrouver en famille. Dans le village de Kélignan, l'autorité en charge du processus de développement du district a procédé au lancement du projet de construction de la cour royale du Denguélé. On en parle avec Issa Chonayo. Louange des cœurs et culte de dévotion au prophète de l'islam dans le Kabadougou. Chaque année à Odiéné, le mois de Rabi al-Awal, mois de commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, est célébré. La nuit d'aujourd'hui est une nuit qui vient renforcer notre foi, mais surtout, ça a été une nuit dédiée au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus prier pour le président Alassane Ouattara parce qu'il est pour nous le condensé de nos espérances pour l'ensemble des Ivoiriens et pour une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire rassemblée. Moment de pureté, mis à profit pour parler de développement. Au nombre des participants, le ministre-gouverneur
Gaussou Touré à la tête d'une forte délégation de cadres et d'élus. Après la prière, place au lancement du projet de construction d'un cour royal dans le district du Denguélé. Il faut que le Denguélé, par son histoire, la grandeur de son histoire et la dignité qui a toujours habité les populations du Denguélé, il est bon qu'elles s'écrivent à travers justement ce genre de projet qui contiendra un musée qui permettra aux générations futures de savoir qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Ce qui est le plus important pour un district, c'est d'abord notre culture. Donc, je peux vous rassurer que la culture sera un des pans les plus importants des actions du district de Denguélé. Donc, ce programme s'inscrit pleinement dans ce que nous voulons faire pour le Denguélé au niveau culturel. Pratique populaire en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le Maouloud a été institué en 1991 au rang des fêtes religieuses nationales au même titre que l'Aïd pour les musulmans, Noël et Pâques pour les chrétiens. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble des équipes rédactionnelles et techniques de RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Selon la météo, cette nuit, des nuages denses présents sur le district d'Abidjan se développeront pour donner des averses de pluie et des orages. Restons donc vigilants et prudents. Bonsoir à tous et que la paix soit chez vous.